Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices et créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous allez bien et que vos journées d'été se passent bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler à toutes celles et ceux qui vendent en ligne ou qui ont prévu de créer leur marque et de créer un site pour vendre leurs vêtements en ligne. Alors, vous le savez déjà, je suis passionnée par la création de marques et bien sûr, je suis aussi passionnée par la vente parce que l'un ne va pas sans l'autre et parce que ce que je trouve passionnant, c'est de vendre quelque chose qu'on a créé de A à Z, surtout quand on a eu une idée euh, utile qui peut servir à d'autres et qu'on arrive du coup à la matérialiser et à la vendre, notamment en ligne. Donc j'accompagne déjà des dizaines de marques qui vendent en ligne, pas que en ligne, mais qui vendent majoritairement en ligne. Et en plus, vous le savez, je suis moi-même en train de créer une marque qui sera vendue en ligne pour justement illustrer tout ce que je mets dans la formation Créer sa marque et en vivre. Mais en plus de tout ça, moi je suis investie dans d'autres marques hors mode qui vendent elles aussi en ligne, donc qui sont plutôt des marques du domaine de, la beauté par exemple et qui sont des marques qui vendent déjà actuellement en ligne. Donc aujourd'hui, focus sur les 7 leçons que je tire de la vente en ligne et qui d'après moi du coup peuvent être appliquées à toutes les marques qui ont un site internet, marchand. Puisque qu'on soit sur du textile ou qu'on soit, sur, de la beauté, par exemple, de la cosmétique, ou du capillaire, par exemple, ce sont des conseils que je trouve utiles et c'est des leçons que j'ai tirées via, des marques de vêtements, mais aussi, d'autres marques hors mode et donc que vous ayez une marque de vêtements, d'accessoires, de déco, d'accessoires textiles ou non, de, cosmétiques et cetera, vous pouvez appliquer ces conseils ou en tout cas écouter ces 7 leçons que j'ai tirées de ma propre expérience et de l'expérience de mes clientes. Donc, on va commencer avec la première leçon qui est de toujours garder la main sur son outil de vente, c'est-à-dire sur son site et sa boutique en ligne. Donc, quand je vends en ligne, il va falloir que je crée un site internet ou que quelqu'un crée un site internet et ensuite il va falloir l'entretenir, rajouter des produits, venir mettre de l'animation commerciale, venir mettre des articles de blog, ajouter des photos, enlever les photos de la collection précédente, etc. Donc il y a la création du site, mais le site il est jamais figé, il va devoir être modifié au fil des collections et au fil du temps, puisqu'on va venir l'animer comme on pourrait animer une boutique physique. Mais c'est donc important de garder la main sur son site internet, de savoir gérer son site internet soi-même pour éviter d'être dépendante de la personne qui aura créé le site, par exemple. Ou alors de créer le site soi-même si on sait le faire, si on est formé pour, si on sait faire quelque chose de professionnel, pour permettre de vraiment avoir la main sur tout et pouvoir modifier et éviter de devoir écrire à quelqu'un, par exemple, dès qu'on a besoin de faire une modification. Si jamais on ne sait pas faire, on n'est pas, compétente là-dedans, alors pas de problème, on embauche quelqu'un, bien sûr, un freelance, mais derrière, il faut vraiment avoir la curiosité de se former sur son outil de vente pour être autonome et éviter voilà d'être dépendante de cette personne-là. Moi, c'est toujours ce que je recommande, c'est quelque chose que j'apprends même à faire dans le programme Créer sa marque, à créer son propre site internet avec un outil qui est Shopify, qui permet de vraiment être, autonome sur son site, pour justement aller vers l'autonomie et de manière générale, au-delà du site internet, être autonome dans sa marque. Éviter d'avoir à, contacter quelqu'un pour modifier quelque chose, pour, faire, une étape essentielle de sa marque finalement, que ça soit dans la partie création ou dans la partie vente. Donc pour le site, garder la main sur son site, c'est très important, se former, apprendre, être curieuse de comment ça fonctionne et se poser la question assez tôt de, «Qui va faire mon site et comment je garde la main dessus?» Et quand on doit choisir un prestataire pour faire ça justement, bah, c'est des questions à lui poser. Lui dire: «Voilà, comment ça se passe ensuite? Si demain, toi, tu arrêtes de travailler pour moi, comment je fais pour entretenir mon site internet? Est-ce que tu vas me former? Est-ce que tu vas m'aider? Est-ce que, j'aurais besoin de quelqu'un?»
ou non. Donc voilà, je conseille de toujours rester autonome, sur cette partie site internet. La deuxième leçon, ça va être, et j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes où je fais des audits de sites internet et de boutiques en ligne, ça va être d'amener du trafic sur son site parce que votre marque et votre, site internet, ce n'est pas une boutique dans une rue passante. Ça n'a rien à voir avec une boutique qui a une vitrine dans une rue, à Lyon, à Paris, à Marseille et cetera, où les gens passent et peuvent rentrer. Votre site internet, c'est, un site où, pour devenir accessible, on doit réussir à se rendre dessus, et donc soit c'est via Google, soit c'est via de la publicité et cetera. On va parler de ça plus tard, mais en tout cas, il faut amener du trafic sur son site. C'est souvent le premier point, qui est défaillant en e-commerce. C'est, et dans la plupart des marques que j'accompagne et qui vont, devoir vendre en ligne, on voit comment amener du trafic sur son site parce que c'est souvent le point à retravailler quand on a une marque en ligne et qu'on a du mal à vendre. Il faut regarder, est-ce que j'ai du trafic sur mon site? En général, si on a du trafic sur son site et que le site est bien fait, on a, une conversion qui est environ de 2 des visites, et donc on a de la vente, et donc plus on va vouloir faire de ventes, plus on va devoir amener du trafic et convertir. Après, ça arrive aussi qu'on ait beaucoup de trafic sur le site et pas de vente. Ça, en général, ça vient d'un problème de conversion, ça vient pas du coup du trafic. Mais quand on se dit: «Pourquoi est-ce que je ne vends pas?» ou «Pourquoi est-ce que je ne vends pas assez?» il faut commencer par regarder le trafic qu'on a sur notre site. Est-ce qu'il y a assez de visiteurs pour vendre? Parce qu'il y a pas tout le monde qui va acheter en visitant son site internet. On parle de seulement 2, et 2, c'est une bonne moyenne. Donc, pensez toujours à amener du trafic sur son site. Ça peut venir par de la pub, ça peut venir par, de la communication, ça peut venir par plein de moyens, mais il faut vraiment réfléchir à ça. Il faut pas juste se dire: «Je mets mon site en ligne et puis, les ventes vont arriver». Ça ne fonctionne pas comme ça, et souvent c'est quelque chose dont on n'a pas conscience avant de mettre son site en ligne, et ça, c'est un vrai problème parce qu'on va vite être déçu de se dire: «Ah ouais, mais j'ai toujours pas fait de vente». Mais en fait, si personne ne connaît votre site, personne ne peut le trouver, le voir. Donc, comment j'amène du trafic sur mon site? Par quels moyens? Par quels outils? Et une fois que j'ai travaillé ça, je peux réfléchir à la suite, je peux réfléchir à, faire des promos si je dois plus convertir, à faire, à améliorer mon tunnel d'achat en gros et mon tunnel de vente. Mais, avant tout, amener du trafic sur votre site internet, c'est ce qui compte, heu, au début. Ça, c'est pour la deuxième leçon. Et du coup, la troisième leçon, on va parler justement, de comment j'amène du trafic. Donc pour cette troisième leçon, on peut penser à la publicité payante. La leçon que je tire et que je vous recommande du coup, c'est que la pub, oui, c'est OK d'en faire et c'est bien d'en faire, et moi, je recommande d'en faire, mais il faut pas négliger l'organique, c'est-à-dire le gratuit. Si on fait de la pub en négligeant le gratuit, ça ne peut pas fonctionner, ou ça va moins bien fonctionner. C'est-à-dire que, faire de la publicité, ça va être créer des contenus, vidéos, photos et cetera, qu'on va venir, mettre en payant. Donc là, par exemple, je parle de Meta, donc de Facebook et Instagram, et qu'on va venir donc mettre en payant. C'est pas juste, par exemple, sponsoriser un post Instagram, ça a pas de grand intérêt, c'est pas comme ça qu'on fait de la publicité, et si, d'après vous, c'est comme ça qu'on fait de la publicité, alors c'est que vous n'êtes pas renseigné sur la publicité, et donc je vous conseille de vous former. Dans le programme Créer sa marque, dans l'étape 4, on parle de la publicité et de comment faire vraiment de la publicité. Mais donc voilà, faire de la pub, c'est ça va être créer du contenu et le mettre, en payant, enfin payer sur ce contenu-là en visant une cible et cetera. Ça, c'est bien, c'est super, ça amène des ventes, ça amène du trafic, ça permet de gagner de l'argent, enfin de gagner des commandes. Ça permet pas forcément de gagner de l'argent au début, mais c'est un vrai moyen, un vrai levier pour faire des ventes. Par contre, ça fonctionne si à côté votre marque a une portée organique. C'est-à-dire, si votre marque a, un positionnement qui est intéressant, qui permet de créer du contenu gratuit que vous allez partager sur vos réseaux sociaux et qui plaît. La pub ne va pas créer quelque chose qui n'existe pas dans votre marque. C'est-à-dire que elle peut pas, créer un engouement si l'engouement, il n'est pas là en organique, il n'est pas là en gratuit. Si, en plus, vous ne faites pas beaucoup de posts sur Instagram, par exemple, donc vous créez pas d'engouement, vous n'avez pas spécialement une communauté hyper engagée, vous allez avoir du mal à l'engager avec de la publicité.
Si vous avez une petite communauté, mais que votre marque, elle est cohérente, que vous avez une harmonie, que vous avez un positionnement, que vous avez une cible, vous savez à qui vous parlez, vous savez quel message faire passer, alors là, la publicité peut être utile. Mais c'est important que, ce qu'on recommande de faire en organique, à savoir créer un positionnement, créer, une personnalité dans votre marque, créer quelque chose qui va attirer votre, communauté Instagram, par exemple, à un moment donné. C'est important que ces trucs-là, ce soit fait en organique, ce soit faisable parce que c'est ce qu'il va falloir être transposé en publicité. Mais vous pouvez pas créer quelque chose uniquement avec de la pub si, dans, vos réseaux sociaux et dans votre contenu gratuit, il y a pas ce truc-là. Il y a pas cet intérêt-là, il y a pas cette personnalité-là, il y a pas ce positionnement et ce truc un peu unique, qui va faire que votre marque, elle peut fonctionner. Donc vous pouvez avoir une petite communauté, mais il faut quand même travailler votre organique et alors en plus, si on doit parler technique, la publicité, elle va se servir de ce qu'on appelle un pixel, qui est un, qui est quelque chose qui vient se mettre sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux et cetera, enfin sur tous les points où votre communauté ou vos clients potentiels peuvent se trouver et que Meta va analyser. Donc Meta, il va analyser votre site, vos réseaux sociaux et cetera et si donc vous avez pas d'animation, pas de d'engagement, s'il se passe rien sur vos réseaux sociaux, Meta n'a pas de données pour aller, faire de la bonne pub. Parce qu'il a besoin quand même de données. Il va pas juste balancer des pubs comme ça à tout va et voir si ça prend ou pas. Il va essayer de trouver des personnes qui peuvent être intéressées par votre marque. Pour ça, il a besoin d'informations qu'il va trouver avec toutes les informations que vous partagez déjà, en gratuit, et par exemple, donc vos posts Instagram, il va voir ceux qui fonctionnent, il va voir quelles sont les personnes qui interagissent avec votre compte, il va voir qui sont les personnes qui visitent votre site internet. Donc c'est important de vraiment nourrir l'organique pour ensuite faire de la pub. Une marque qui ne fonctionne pas en mode, gratuit, enfin si vous avez fait 6 mois, vous êtes à fond dans votre communication, gratuite, donc vous faites de l'Insta, vous faites du SEO sur votre site, vous avez des articles de blog, vous avez un positionnement fort, vous avez un ton de marque et cetera. Vous arriverez forcément à vendre normalement, en gratuit et en organique. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a un problème de positionnement et la pub ne va pas améliorer ça. Par contre, si effectivement en organique vous êtes très bon, vous arrivez à avoir quelques ventes et cetera et que vous voulez amplifier ce phénomène, là la pub va avoir un côté intéressant. Elle va amplifier, elle va rien créer de nouveau. Donc la pub c'est OK, mais il faut pas négliger, l'organique et c'est une leçon que je tire aussi, via, c'est pas qu'une leçon que je vais tirer via des choses positives que je vois. Il y a une marque, par exemple, dans laquelle je suis investie, où on est sur un lancement qui est 100 en publicité. Ça fonctionne, ça marche bien parce que la marque, elle est bien positionnée, parce que la marque, elle a une cible forte, elle a une offre, qui est forte aussi, qui vient vraiment, pas résoudre un problème, mais qui va être, qui vient, résoudre une vraie envie quoi, en tout cas, qui vient, combler une envie qui est forte et cetera. Donc le positionnement est bon, mais le pour l'instant, c'est seulement la publicité qui fait marcher la marque parce que, c'est une question de temps et de positionnement et de test, mais parce que l'organique n'est pas encore poussé et que la cette partie organique n'est pas encore assez mise en avant et que ce serait bien plus rentable de faire du 100 organique parce que ça fonctionnerait, ça marcherait aussi, mais ça serait, juste un tout petit peu plus long et pour l'instant, cette marque-là, l'objectif, c'est, de la faire, décoller vite et fort et donc d'investir des budgets pub plus importants. Mais quand on a moins de budget, bah, finalement créer, beaucoup de contenu gratuit, ça peut suffire si on a un bon positionnement et ça peut même être très utile pour derrière amplifier le phénomène avec de la publicité. Voilà pour cette troisième leçon, la pub c'est OK, mais pas si on néglige l'organique. La quatrième leçon, pardon, ça va être d'avoir un positionnement fort aussi, donc de toujours avoir un positionnement fort pour le SEO. Alors le SEO, c'est, le référencement web, le référencement Google. Donc votre site internet, votre boutique en ligne, va être référencé sur Google et plus vous allez créer du contenu comme des articles de blog, plus votre, enfin bien le créer bien sûr, hein, c'est pas, juste créer du contenu, c'est vraiment le créer avec, les bons outils et les bonnes méthodes et techniques, plus votre SEO va être fort et du coup, plus vous ressortirez sur Google. Mais pareil, ce n'est pas que,
créer le contenu, il faut le créer de manière stratégique et pour le créer de manière stratégique, c'est mieux de créer du contenu pour une marque qui a un positionnement fort, qui est niché, qui a une niche, parce que vous allez pouvoir vous positionner sur Google dans des endroits où il y a moins de monde. C'est-à-dire que, si vous êtes une marque de vêtements pour femmes, vous allez si c'est vous êtes seulement ça, si vous avez votre positionnement, c'est seulement ça, vous êtes en concurrence avec Zara, avec Mango, avec, toutes les marques finalement de, vêtements pour femmes et donc sur Google, quelle est votre différence? Aucune. Donc vous allez vous retrouver en concurrence avec des sites qui sont énormes, qui ont énormément de trafic, qui ont énormément de clients et donc vous allez jamais pouvoir venir grappiller des places sur Google parce que en face, vous avez des mastodontes qui sont, des marques historiques que vous ne pourrez pas venir concurrencer sur Google. Donc, le positionnement, la niche, permet de rapidement bien se positionner sur Google sur des niches qui sont certes bien plus petites que le vêtement pour femmes, mais par contre qui sont beaucoup moins concurrentielles et donc qui vont vous permettre d'être la première dans une toute petite cour d'école plutôt que d'être la dernière dans un immense collège-lycée. En gros, si ça peut vous aider à visualiser ça. Il vaut mieux parler être la seule personne qui parle à 10 personnes, plutôt que, d'être, une centaine de personnes qui parlent à 1 million de personnes où personne ne vous entend. En gros, c'est ça. L'idée, ça va être d'être là, vraiment la plus grande, parmi, un plus petit marché, plutôt que d'être la plus petite parmi un immense marché. Donc pour ça, il faut se nicher et ça, c'est vraiment, une leçon que je tire après avoir vu différentes marques, hem, certaines qui tirent leur épingle du jeu parce qu'elles ont une niche très forte et d'autres qui se retrouvent noyées parce qu'elles ont pas ce positionnement pointu et cette niche-là. Si vous avez une niche, franchement, si vous trouvez ce qu'on appelle l'océan bleu, c'est un vrai concept, marketing, l'océan bleu, là où vous allez être le seul poisson dans un bel océan, même s'il est plus petit, si c'est un lac, au moins vous trouverez, votre clientèle. Si vous trouvez cet océan bleu, cet endroit sur le marché où il y a pas grand monde et où vous pouvez venir et où il y a quelques personnes qui veulent quand même acheter, alors là, ça va être hyper facile de se positionner très rapidement sur Google. Ça va être hyper facile pour votre site d'aller chercher des positions, des premières positions sur Google sur, des mots-clés du coup qui sont très peu concurrentiels parce que vous êtes dans une niche. Donc vraiment avoir un positionnement fort, c'est important de manière générale, ça on le répétera jamais assez, mais pour le SEO, c'est encore plus important. Si vous voulez faire de la vente en ligne, c'est encore plus important d'être niché pour éviter de vous retrouver finalement face à des mastodontes en ligne où vous allez être noyé, dans cet océan de marques, de fast fashion et même pas que, de luxe, de toutes les marques finalement, et donc vous allez jamais ressortir et ça va être très compliqué pour vous de faire des ventes. Donc positionnez-vous bien, positionnez bien votre marque pour avoir un bon positionnement du coup sur Google. Pour la 5e leçon, ça va être de nouer un lien avec les visiteurs de votre site. Donc si vous avez amené du trafic, vous avez un super bon positionnement, vous avez des visites sur votre site, que ça soit par de la pub ou par du gratuit, peu importe. Vous avez la main sur votre site internet, ça aussi on l'a vu, c'est la première leçon. Maintenant, il faut justement créer un lien avec ces visiteurs-là. Comment je crée un lien? Ça va être en leur proposant de s'inscrire à la newsletter, en leur proposant le fameux code promo, sur la première commande qui permet de récolter de l'adresse mail, par exemple, ou le cadeau, aujourd'hui on tire au sort, tous les jours, je vais tirer au sort une personne qui va obtenir un code de réduction de 50 €, et donc ça va permettre de générer un lien qui va être finalement: «Je récupère ton adresse mail» et ça, c'est important parce que si j'ai de la visite, c'est bien, mais pour convertir, il va falloir, bosser un peu plus. C'est-à-dire que, c'est rare, ça arrive, mais c'est rare les personnes qui arrivent sur le site, qui découvrent une marque, et qui achètent directement. Ça arrive, hein, attention si vous avez un positionnement très fort, si vous avez peu de concurrence, si votre, produit est, bien fait et cetera, que vous avez bien bossé votre cible, ça peut arriver bien plus facilement qu'on ne le pense. Mais il y a aussi des personnes qui vont arriver et qui vont pas forcément acheter. Donc je récupère leur adresse mail, je crée un lien avec ces personnes-là, je les invite à me suivre sur Instagram, je les invite à s'inscrire à la newsletter, je leur envoie un email, voilà, j'essaye de créer, de nouer vraiment un lien avec cette personne-là pour derrière la convaincre que mon produit est fait pour elle.
Et ça peut être par j'ai un blog qui est riche, c'est-à-dire que je vais, lui donner des conseils, je vais lui proposer des vidéos de look, je vais lui proposer, un guide pour faire son dressing, minimaliste en 3 étapes en un week-end et cetera. Et du coup, je vais créer un lien avec elle, elle va me trouver utile, elle va aimer, parcourir mon site et donc elle va forcément me retenir. Si elle vient, qu'elle voit et qu'il se passe pas grand-chose, c'est-à-dire elle voit mes produits, bon OK, elle sait pas, elle hésite, elle quitte le site et il s'est rien passé de plus, il y a pas eu d'interaction avec ma marque finalement, bon bah, c'est pas fou pour elle dans son image, elle va pas garder une image de vous en se disant, «Waouh, cette marque elle est incroyable, faut absolument que je retourne sur le site». Non, elle va justement se dire: «Bon bah, c'est une marque comme tant d'autres». Alors que si vous l'avez, convaincue, vous avez commencé à la convaincre ou simplement déjà vous avez récupéré un email pour pouvoir la convaincre par la suite, là c'est bon signe et là elle rentre dans votre base de potentielles clientes et c'est vraiment hyper important de faire ça parce que quand vous avez du trafic, il faut profiter de votre trafic, pour derrière le convertir. Donc voilà pour cette cinquième leçon. La sixième leçon qui va un petit peu aussi avec cette histoire de lien, de créer du lien, c'est de créer un super customer care. J'en ai déjà parlé dans des épisodes de podcast et j'en parle aussi sur Instagram et cetera. Le customer care, on ne parle pas que du SAV, attention, on ne parle pas du service après-vente, c'est finalement le service marque, le service même avant-vente. Comment je parle à ma communauté, comment je parle à mes potentielles clientes, comment je parle aux personnes qui me contactent, qui sont pas encore clientes, qui sont pas dans une démarche de SAV, mais tout ce qu'il y a avant. Justement, le customer care, il est là pour limiter en plus les SAV, même si les SAV sont une super opportunité de remonter, enfin de faire, de sa marque une marque référente, une marque qu'on retient parce qu'un super bon SAV, ça permet d'être une marque qu'on retient, mais alors un super bon customer care, ça permet d'être une marque chez qui on a envie d'acheter. Donc le customer care, ça comprend vraiment, toute ma manière de m'occuper des personnes qui s'intéressent à ma marque. Donc de m'en occuper, ça veut dire de comment est-ce que je lui parle, comment je l'accompagne, comment je réponds à ses questions, comment je quelle est la l'image que je donne, du service que je vais offrir. Le customer care, on n'y pense pas souvent, pas tout le temps, on pense qu'au SAV, on pense pas à tout le customer care. Ça il y a aussi le ton de marque qui rentre là-dedans puisque la manière dont je lui parle, c'est la manière dont je vais m'exprimer et cetera, mais il y a aussi, le fond finalement. Comment je prends le temps de lui répondre? Quel est le niveau d'effort que je vais faire? Alors par exemple, ça peut être, une personne qui, va, s'intéresser à ma marque et qui me demande si, j'ai, telle taille de disponible ou même une personne qui se «plaint» entre guillemets de dire: «Bah, je comprends pas, vous avez pas telle taille de disponible, c'est une honte pour une marque de mode éthique». Ça, vous devez connaître ce genre de réflexion. Bon, soit je peux répondre en disant, «Oui, alors en fait, ça nous coûte cher et les personnes on essaye de faire au mieux, mais on peut pas tout faire, alors que la fast fashion vous apprend que tout est, possible, nous on peut pas tout faire» et cetera. Je peux avoir un ton qui est un peu, pas agressif, mais sur la défensive. Par contre, je peux aller lui dire: je comprends votre frustration. C'est vrai que même pour nous, pour notre marque, c'est une énorme frustration de ne pas pouvoir proposer ce genre de taille. Il est vrai que, les marques de fast fashion ont cette possibilité-là parce que ce sont des grosses marques qui ont, plus de possibilités de proposer des grandes tailles, en gros. Mais, nous, c'est vrai que c'est une forte frustration aussi. On prend bien en compte votre retour. On vous remercie pour ce genre de remarques. On vous remercie d'être toujours, dans le challenge avec nous. C'est important de nous challenger. On vous promet qu'on prend en compte cette remarque et qu'on fait de notre mieux pour pouvoir vous proposer, par exemple, à la saison prochaine, ce genre de taille. Si ça vous intéresse, voici d'ailleurs un code promo que vous pourrez utiliser dès qu'on aura sorti cette taille-là et vous expliquez, vous faites de la pédagogie et vous faites en sorte que cette cliente-là, elle se dise: «Putain, elle a bien répondu la marque et ça fait plaisir» et ça fait plaisir d'être pris en compte, en gros. Ça peut être là-dessus, ça peut être sur les prix, ça peut être, sur plein de sujets. Souvent les prix, ça peut être ça aussi, par exemple, mais 120 € cette robe, moi, personnellement, j'ai pas le budget et je continuerai de m'habiller en fast fashion. Bon là, on peut se dire: «Mais cette personne-là, elle est bête, j'ai pas envie de lui répondre ou j'ai envie de l'envoyer balader», en gros. Non, je vais lui répondre, lui dire que, effectivement, la fast fashion nous a habitués à des prix, défiant toute concurrence, mais créés dans des conditions, complexes, que nous, on essaye de faire mieux, que c'est vrai que notre positionnement est haut de gamme, c'est vrai que c'est pas accessible à tous les budgets et que on s'en excuse, mais que
on est obligé pour pouvoir survivre et que on espère quand même la compter parmi nos clientes. C'est pour ça qu'on a mis en place un code de réduction sur la première commande et qu'elle n'hésite pas à nous contacter, qu'on a aussi la possibilité, par exemple, qu'elle a aussi la possibilité de trouver nos vêtements en seconde main si elle le souhaite, qu'on serait ravis qu'elle puisse s'offrir de notre marque, même si c'est pas auprès de nous, que c'est en seconde main, et essayer voilà, d'avoir une approche bienveillante et un customer care bienveillant. Ça, c'est du customer care. Il y a plein de choses, hein, c'est pas que la manière de répondre, le ton ou le fond. Il y a aussi de la manière dont on va appeler nos clients, comment on va sous combien de temps on va répondre, est-ce qu'on est disponible, quels sont comment est-ce qu'on va les solliciter, est-ce que je les sollicite beaucoup ou peu, etc. Enfin, il y a plein de choses à voir sur le customer care. Je vous invite à vous intéresser à ce sujet-là parce qu'il est passionnant. Personnellement, moi, c'est un truc que je bosse énormément pour Audrey NWR, mais aussi pour toutes les autres marques que j'accompagne ou sur lesquelles je suis investie. Voilà pour la 6e leçon. On passe à cette 7e et dernière leçon, qui va être d'avoir une image professionnelle en ligne pour rassurer. Quand on est une marque qui se lance ou quand on est une marque peu connue, c'est difficile de convaincre des gens d'acheter chez nous parce qu'il y a une espèce de peur, il y a toujours une peur de se dire ouais mais je connais pas la qualité des produits, donc ça elle pourra connaître qu'en essayant ou en achetant. Mais en plus du coup on se dit bah est-ce que la qualité va être bien, tu vois, est-ce que ça va être est-ce que ça je vais pas être déçue, etc. Et pour contrer tout ça, pour rassurer tout ça, il faut avoir une image professionnelle. Si votre site est un site canon, pro, propre et clean, franchement, on va se dire: «Waouh, la qualité à mon avis des produits, elle doit être dingue parce que le site déjà il est nickel». Si le site, s'il y a une mise en page un peu fait maison, voilà, qui est inhabituelle ou quoi, on se dit: «Bon, le site il m'inspire pas de ouf confiance». Donc encore plus les produits, encore plus peur que, la qualité soit pas au rendez-vous. Donc c'est important d'avoir par exemple des photos qui soient propres, une mise en page qui est propre et je parle vraiment au-delà du côté professionnel, ça veut pas forcément enfin, c'est encore mieux si on peut passer par des professionnels justement, de la photo ou de la création de site et cetera. Mais je parle d'avoir quelque chose de propre. Vous pouvez faire votre site vous-même, mais par contre, le faire de manière propre. Vous pouvez faire vos photos vous-même si vous arrivez à faire des photos clean et qui ont une allure professionnelle et qui sont propres. Vraiment, le côté propre, je pense que ça symbolise v- euh, au mieux ce que je veux dire, ce que je veux expliquer là-dedans. Donc, vous pouvez faire les choses par vous-même et faites-les bien et faites en sorte que ça soit propre et professionnel pour rassurer. Et ça, c'est moi dans le programme Créer sa marque, je propose d'être, autonome sur la plupart des sujets. Enfin, j'essaye de vous montrer qu'avec un petit budget, on peut être autonome sur plein de sujets et on peut créer sa marque. Donc par exemple, la création du site internet et la création des photos, je montre comment faire soi-même. Je montre aussi comment faire avec des prestataires, mais je montre comment faire soi-même de manière professionnelle et clean, pour, justement rassurer et pour éviter que la personne se retrouve sur votre site en disant: «Ouh là, j'ai un petit doute quand même, c'est quoi cette marque? C'est qui? Qui est-ce qui se cache derrière? C'est un peu bizarre, le site il est pas hyper bien fait, j'ai du mal à naviguer sur portable» et cetera par exemple et du coup, bah, je vais quitter, je vais pas être rassurée, je vais pas acheter. Alors que si ça a l'air d'être, un site, hyper propre, hyper pro et cetera, franchement, on a peu de doutes et les seuls doutes qui nous restent, ça va être le prix, ça va être la taille, ça va être la couleur, ça va être des petites choses comme ça, qui sont bien plus faciles à démonter que, dire: «Mais si, si, on est pro, si, si, je vous rassure, on est vraiment, une marque professionnelle», alors que, le site, clairement, il fait pas professionnel. Donc voilà pour, ces leçons-là. Toujours garder la main sur son outil de vente, amener du trafic sur son site, faire de la pub, c'est OK si on néglige pas l'organique, avoir un positionnement fort pour le SEO, donc se nicher, nouer un lien avec ses visiteurs, créer un super customer care et avoir une image pro pour rassurer mes visiteurs. J'espère que ces conseils auront été utiles. Dites-moi si vous en avez retenu, une leçon plus qu'une autre et cetera. Vous pouvez me dire, sur Instagram, par exemple, venez m'écrire sur Instagram. Vous pouvez m'écrire aussi quelle est la leçon que vous tirez de votre vente en ligne, par exemple, ou venez me parler de votre site internet, ça m'intéresse, tout m'intéresse et j'aime échanger avec vous, sur Insta notamment. Vous pouvez aussi me laisser 5 étoiles et un commentaire sur, Spotify ou sur Apple Podcast. Ça me fait plaisir, ça aide le podcast à se faire connaître. Mes très chères créatrices et créateurs, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.